Bonjour. Bonjour. Coucou Céline, Coucou Ingrid. j'aimerais que tu dises à nos chers amis en fait qui es-tu? Céline Saint-Chat. Vaste sujet. Alors je suis une autrice qu'on dit hybride, c'est-à-dire à la fois éditée et auto-éditée. J'ai écrit un certain nombre de livres, des romans, des recueils de nouvelles, aussi bien pour les petits que pour les grands, que pour les très très grands, et dans pas mal de domaines, c'est-à-dire que aussi bien du thriller que de la science-fiction, du zombie, pas mal de post-apo, du contemporain, enfin je sévis un petit peu partout. J'écris les histoires qui me viennent et voilà, je ne suis pas dans une case, je suis incapable de rester dans une case. C'est bien ça. C'est vrai, d'être multigenre, etc. T'es pas, ouais, bon là je suis dans mon cosy mystery, je reste là-dedans et tout. Tu explores un peu tous les sujets, c'est très très intéressant. Alors parfois ça peut être un peu pénible parce que ça perd un peu les gens. Parce que souvent les gens ont quand même envie et besoin qu'on soit dans une catégorie et qu'on n'en sorte pas trop. Bon, ben, c'est pas mon cas. Le clown. Oui. Aussi. Alors, comment en es-tu venue à l'écriture? Est-ce que c'est un auteur? Est-ce que c'est une situation particulière, une personne qui t'a poussé, qui t'a dit, bah, tiens, qui t'a fait dire, bah, lui, je veux faire comme lui, ou alors, ah, tiens, bah, ma maman, par exemple, aimait beaucoup lire, donc je vais lui écrire des livres. Comment tu en es venue, en fait? J'ai toujours écrit, toujours, depuis que je sais écrire. Puisque la première histoire que j'ai écrite, c'était une nouvelle, j'avais 6 ans et demi. Donc c'était une histoire qui voyait, on suivait le narrateur sur toute sa journée et à la fin de la journée, on comprenait que le narrateur c'était un chat. Donc j'en étais très très fière. Littérairement parlant, ça ne vaut rien. Mais c'était ma première histoire et après je n'ai jamais cessé d'écrire. Par contre, il m'a fallu plusieurs décennies avant d'accepter l'idée que ce que j'écrivais pouvait avoir un quelconque intérêt pour les autres. Donc j'ai d'abord commencé à montrer un peu à mon entourage, retour très positif, mais en même temps l'entourage on se dit que c'est pas forcément très objectif. Donc je suis ensuite passée au cap supérieur qui a été de participer à des concours de nouvelles. J'ai eu plusieurs nouvelles qui étaient primées, soit en premier prix, soit en tout cas dans le trio de tête. Donc ça m'a donné encore un petit peu plus de confiance en moi. Parce que le syndrome de l'imposteur qui sévit chez beaucoup d'auteurs, je connais. Je ne suis pas encore complètement libérée. Et du coup, après, ça a été mon mari et ma mère. En fait, ma mère m'a carrément menacée de mort en me disant « Je vais t'étrangler si tu n'envoies pas à des éditeurs, parce que ça vaut le coup d'être lu. » Donc je tiens à la vie. Merci maman. Et mon mari aussi me disait « Bon, allez. » Et puis voilà, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai réussi à dépasser tout ça. Mais même encore maintenant, je doute. Pour moi, sur les salons, c'est super important de participer au salon pour avoir les gens qui viennent et qui me disent « J'ai lu tel bouquin et on en parle » et avec le sourire jusque là parce que ça me conforte dans l'idée que tu as vraiment ta place. Voilà, que j'ai ma place et que ce que j'écris, c'est pas complètement pourri. Après, par rapport à ce que tu disais sur les auteurs, mon amour de la nouvelle, ça vient de Maupassant. Quand j'avais 9 ans, mon père m'a mis entre les mains les contes de la Bécasse. Et moi, j'étais encore dans les bibliothèques vertes, les choses comme ça. Donc j'ai découvert encore quelque chose d'autre dans la littérature, la nouvelle et la façon d'écrire de Maupassant. Donc ça m'a vraiment marqué. Et après, à 13 ans, ça a été Le Monde selon Garp, John Irving. Qui a déclenché encore autre chose parce que sa façon d'écrire, les histoires qu'il raconte, ça m'a montré qu'on pouvait vraiment partir sur tout ce qu'on voulait en fait, qu'il n'y avait pas du tout de limite dans ce qu'on pouvait écrire et dans ce qu'était la littérature. Donc voilà, ça a été... Et puis il y a aussi beaucoup Stephen King, moi je suis une fan absolue de Stephen King depuis l'adolescence. Je les ai tous lus, je les ai tous, je les commande en anglais avant même... en précommande avant la sortie. Parce que je ne saurais pas dire, je n'ai pas compté, mais l'année dernière, mon mari m'a offert La Tour sombre en anglais, le coffret et tout. C'est une vraie passion et je trouve que
il souffre de ce problème par rapport à la France, hein, j'entends, qui est un petit peu un snobisme. Quand tu es un auteur à succès, best-seller et dans des catégories comme ça, tu es considéré comme de la sous-littérature. Et moi, je suis désolée, c'est pas de la sous-littérature. Et puis, il n'y a qu'à regarder un petit peu tout ce qui passe au niveau de la société américaine, des dérives sociales, politiques, etc. Donc, voilà, c'était l'aparté. Donc, c'est des gens comme ça qui m'ont conforté dans l'envie d'écrire, dans le fait que, oui, il fallait que j'y aille. Et quels sont tes rituels d'écriture? Est-ce que tu en as d'ailleurs? Oui et non. C'est-à-dire que j'écris en musique. Ah, bien. Il faut que j'écrive en musique. Ça, si j'ai pas de musique, ça va pas. Enfin, je vais pouvoir écrire, mais ça va pas être. Ouais, c'est musique instrumentale ou alors musique parlée aussi? Les deux. Ouais, les deux. Ouais. Par contre, je n'écoute que de la musique que je connais déjà. D'accord. Parce que du coup, j'ai pas le réflexe d'écouter les paroles, en fait. Parce que je les connais déjà. Et voilà. Et puis sinon, toujours du thé, que je finis généralement froid. Parce que je me lance dans l'écriture et j'oublie que j'ai un mug de thé à côté. Quand c'est un vrai mug de thé, parce que parfois je vais verser l'eau chaude, j'oublie de mettre le thé. Ou... Voilà, des choses un peu particulières comme ça. Là, je suis très tête en l'air, hein, je suis d'une maladresse pas possible. Alors, en plus, donc, je ne le savais pas. Depuis Cournon, je ne le savais pas. Non, mais voilà, et sinon, je suis plutôt de l'après-midi pour écrire. Le matin, j'ai plus de mal. Je suis un diesel, moi, il faut le temps que ça... Mais tu t'imposes des journées ou alors est-ce que tu, au fil comme ça, par exemple, là tu vas te dire, bon, on est jeudi après-midi, je vais m'y mettre. Vendredi, tu fais tout et n'importe quoi samedi aussi. Et puis le jeudi d'après, les bam, je vais m'y remettre. Ou alors c'est vraiment jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En fait, je suis assez bizarre parce que je m'impose pas de moments. Il y a des fois, je vais rester 3 semaines sans écrire un mot, et il y a des fois, pendant une semaine, je vais faire que ça. Je ne m'impose pas, je veux que ça reste un plaisir. Parce qu'à partir du moment où, pour en vivre, il faut quand même... donc je sais que ça reste une activité en plus. Donc du coup, je ne m'impose rien. Mais en même temps, je ne travaille jamais mieux que sous la contrainte de temps. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai une deadline pour un appel à texte ou une chose comme ça, et là je vais vraiment me donner un max. Mais quand c'est pas sur des contraintes comme ça, éditoriales, quelles qu'elles soient, je me laisse... je vais être capable d'écrire un roman de 400 pages en 3 mois, et le roman d'après 400 pages aussi, je vais mettre un an. C'est le principe de plaisir qui prévaut. Voilà, si tu avais à conseiller, par exemple, ne te mets pas trop de pression, travaille comme toi, tu le sens. Après, chacun fonctionne à sa façon. De la même façon qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, on dit les architectes et les jardiniers chez les auteurs, il y a beaucoup d'auteurs qui sont architectes et qui font des plans, des trucs, des fiches personnages, des fiches de scènes, qui savent que tel jour, de telle heure à telle heure, ils vont écrire telle scène, tel chapitre. Moi, j'en suis incapable. Si je fais ça, si je fais un plan comme ça, te bloques. J'ai plus envie de l'écrire, le livre après. Donc, du coup, j'écris comme ça vient. Et parfois, je vais partir avec dans la tête un synopsis où il va se dérouler ça, ça et ça, puisque tout se fait dans ma tête quand même. C'est quand même prévu à l'avance. Et puis des fois, ça va être plus long, ça va changer. Je vais avoir des personnages qui vont dire, alors moi je suis désolée copine, mais là le petit rôle, non ça me va pas, moi je veux plus de place. Alors bon, et c'est comme ça que Les Nouveaux Temps, par exemple, au départ, quand j'ai commencé à l'écrire, je pensais que c'était un one-shot. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'ai dit, si c'est un one-shot, il va être un peu gros. Donc je vais peut-être le diviser en 2 tomes. Et les personnages n'en faisaient qu'à leur tête, ils voulaient des choses, ils voulaient des trucs, des machins. Donc finalement, ça a fini, c'est une trilogie. Et surtout que Martin, il est pas comme moi dans le livre. Enfin, je veux dire, il a son petit caractère. Nathan aussi, une super découverte, Nathan, qui paraît pourtant très introverti et tout. Et puis au final, j'ai adoré le beignet, qu'il envoie à Damien, je crois que c'était. Mais bon, ils évoluent. J'étais choquée. Ils évoluent à leur façon. Et ça, tout ça, moi, je ne l'ai pas en tête au départ, en fait. C'est des choses, vraiment, ça se fait spontanément. Jardinier, en fait. Mon cerveau sème des graines, et puis sans trop savoir ce que c'est ces graines. Et puis parfois, ça va être des fleurs, ça va être des légumes, ça va être des mauvaises herbes. Ça pousse. Ça pousse tout seul. Moi, j'arrose. Je me mets devant le clavier, j'arrose, et voilà.
Est-ce que, pareil pour l'inspiration en général, par exemple, là on est dans la rue, il y a le mur en pierre avec des arbres, tout ça. Est-ce que ça peut tout d'un coup te balancer dans un... Ouais. Et c'est souvent comme ça va être quelque chose que je vois, que j'entends, que je lis, ça va être même une sensation, quelque chose. Ça crée quelque chose, ça se met dans le fond de mon cerveau et parfois ça va prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais ça va ressortir. Ouais, au bout d'un moment. Et notamment dans les nouvelles, il y a beaucoup de nouvelles qui sont écrites de façon réactionnelle justement à des choses de l'environnement. Et est-ce que tu préfères écrire des romans, par exemple, 400, 700 pages, ou est-ce que tu préfères plus la nouvelle, un peu plus reposante, qui va te coûter moins, j'allais dire, Enfin, je peux pas qu'il va dire te coûter moins d'efforts, non, mais qui va être plus spontané, voilà. C'est moins long d'écrire une nouvelle. En fait, souvent quand j'écris une nouvelle, c'est pour me reposer entre 2 chapitres de roman. Faire un break, ou quand j'ai écrit une scène un peu difficile ou qui a été un peu compliquée pour X raisons, je fais un break et j'écris une nouvelle. La nouvelle, ça reste quand même quelque chose de... C'est le doudou. C'est le moment doudou d'écrire une nouvelle. Et justement, avec tous les univers que tu as, est-ce que tu te sens mieux dans un plus que dans l'autre, etc. Dans un autre d'ailleurs, par exemple? J'aime beaucoup écrire dans l'imaginaire en général, pour la liberté de ton que ça donne. Parce que quand on écrit du contemporain et du très réaliste, on est bridé par tout un tas de choses. Les gens qui lisent des livres comme ça vont être en attente que ça corresponde à des choses existantes, des lieux. Ils aiment bien qu'on décrive des lieux, etc. Alors que dans l'imaginaire, on peut partir vraiment loin. On peut dénoncer énormément de choses, notamment tout ce qui est des dystopies, les choses comme ça. Moi, dans les bouquins que j'écris, il y a beaucoup de dénonciations de choses gouvernementales, politiques, sociales, etc. Et on peut le faire de façon complètement libre, on ne peut rien nous reprocher. Non. On est dans l'imaginaire. Tu as fait passer le message. Ça, sérieusement, tu as fait passer un message. J'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas spoiler parce que... Sur les pages des ventes, t'imagines, ah oui, mais tu nous as dit ce qui s'était passé. mais c'est vrai que, voilà, et justement, si tu avais à décrire en tant qu'auteur, donc comment tu vendrais la coupole? Parce que, comme je t'expliquais, moi en tant que lectrice, je l'ai ressenti d'une certaine manière. Et donc, du coup, moi, le message que j'ai vu, c'est que, en fait, donc, est-ce que c'est après le Covid? Est-ce que j'ai bien compris? C'est après le Covid. Si on doit le mettre dans un fait réel. Non, ça a été écrit avant le Covid. Bien avant, d'accord. Tu vois. Mais après, ça pourrait correspondre parce que il y a beaucoup de similitudes, je trouve, avec le monde actuel, dans ce qu'on vit en fait. Mais il y a énormément de romans qui s'inquiètent de ça, justement. De la survenue d'un virus, d'épidémie, etc. On y va quand même. Et jusqu'à ce que le Covid arrive, ça restait de la science-fiction et c'est devenu de la réalité. Et là, le message que moi j'essaye de faire passer dans les 3 tomes, mais qu'on voit déjà dans la coupole, c'est quand même ce côté de l'humain. L'homme est un loup pour l'homme. Enfin, l'humain qui est capable du meilleur, qui est capable du pire et qui est son propre pire ennemi en fait. Et il y a quand même aussi, alors on le voit moins dans la coupole, mais on le voit plus dans les tomes suivants, notamment le 3e, un message par rapport à l'écologie aussi, par rapport à la sauvegarde de la planète et du mal qu'on fait à la planète, nous les humains. Déjà, tu l'évoques quand même un petit peu dans le 1, on le voit avec justement cette coupole qui protège, certes, mais en fait, quand ils sortent, les couleurs, c'est magique et tout ça, et nous, à l'intérieur, c'est plus terne et tout. C'est vrai que ça, j'ai adoré parce que je me suis dit, ah ouais, c'est. Puis alors, j'ai vu Dôme de Stephen King, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser, mais alors cet univers-là, et je me suis dit, ouais, c'est vraiment intéressant, on rentre dans un monde comme celui-ci. Et j'avoue que ça me... Là, bon, j'ai fermé. Je sais que je vais mettre un petit peu de temps avant de prendre le tome 2. Et je sais que je vais bientôt retourner sur le tome 2 et bien sûr après le tome 3. Je sais, on me le dit souvent. C'est une auteure chiante. Elle est très addictive, sa plume. Pareil. Même chez les petits, sur ma série jeunesse, ah mais oui, je rigole assez parce que justement, je sais que quand les gamins, ils en prennent 1 ou 2, ils tannent les parents derrière pour avoir les autres. Bah tu m'étonnes. C'est vrai que... Faudrait que je me mette à lire du jeunesse.
Faudra que je m'y mette. Il y a plein de choses extraordinaires. Ah en oui, jeunesse. je sais bien, c'est pour ça. Pépites. C'est vrai que j'avoue, mais ça fait un bail que je n'ai pas eu. C'est le young adulte, oui. Oui, papa. Alors, donc tu nous parlais que tu étais une auteure hybride, qui travaillait autant en maison d'édition qu'en auto-édition. Est-ce que tu pourrais, deux, trois mots, résumer les avantages et inconvénients pour toi personnellement d'être par exemple en auto-édité ou être édité justement en maison? Alors les avantages des deux côtés, en édition, l'avantage majeur c'est de n'avoir rien à débourser. Tous les frais avant parution, donc correction, couverture, maquette, impression, achat des stocks, ça c'est l'éditeur qui le gère. Donc on n'est pas tous avec des oncles d'Amérique qui nous envoient des héritages, donc l'argent reste un vrai problème. Donc ça, tous les risques financiers quelque part, c'est l'éditeur qui le prend et il commence à se rembourser ses avances de frais avec les ventes après publication. Ça, évidemment, en auto-édition, c'est un inconvénient majeur parce que pour offrir un livre qui soit propre, qui soit un vrai livre, il faut que ce soit corrigé, il faut qu'il y ait une couverture, il faut qu'il y ait une mise en page qui soit correcte. Et puis, bon alors à part si on fait que de la vente via Amazon, auquel cas où on n'a pas d'avance de frais sur du stock ou quoi que ce soit, mais dès qu'on fait les salons, il faut avoir du stock, donc il faut avoir un minimum de budget à consacrer à ça. Donc là, évidemment, c'est un avantage indéniable et net pour l'édition traditionnelle. Après, un autre avantage de l'édition, c'est d'avoir accès à des événements, des salons, des choses auxquelles on n'a pas accès en tant qu'auto-édité, parce que l'auto-édition a très très mauvaise presse auprès de plein de gens. Et parfois à raison, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ont écrit un premier jet, que sans rien faire d'effort derrière, sans faire corriger, ils proposent à la vente un truc bancal, qu'il va y avoir 5 fautes par page, des choses comme ça. Bon, mais du coup, les gens qui tombent sur un livre comme ça les dégoûte de l'auto-édition. Alors qu'il y a des gens très très professionnels qui sont auto-édités et qui font des choses mais magnifiques. Et aussi bien au niveau du contenu qu'au niveau de la forme, enfin c'est vraiment... Donc voilà, ça c'est l'autre avantage, c'est qu'en tant qu'édité, j'ai accès à des salons auxquels j'aurais absolument pas accès si je n'étais qu'auto-édité. Après, par contre, l'inconvénient majeur de l'édition, c'est l'argent. Parce que les droits d'auteur, l'auteur est au cœur de la chaîne, à l'origine, mais pas au cœur, il est à l'origine de la chaîne du livre. Sans auteur, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de libraire, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de diffuseur, il n'y a pas d'imprimeur, il n'y a pas tout ça. Et pourtant, c'est l'auteur qui gagne le moins. Puisque selon les maisons d'édition, c'est entre 7 et 12% de droits d'auteur du prix hors taxe du livre, pas du prix de vente. Donc forcément, on ne fait pas ça pour devenir riche. Enfin, si on fait ça pour devenir riche, c'est pas la peine. Il faut aller faire la télé-réalité ou des tutos beauté sur YouTube, peut-être, mais pas avec les bouquins, pas en édition traditionnelle en tout cas, sauf si on a la chance de faire un best-seller qui va se vendre. Voilà. Et en auto-édition, du coup, on squeeze la marge éditeur, la marge diffuseur, etc. On peut avoir les bouquins à un prix très correct au niveau des imprimeurs, donc on a une marge plus importante. Et moi, le fait d'avoir les deux, ce que je gagne en auto-édition me permet de financer mes déplacements en salon. Parce que j'adore ça, aller en salon, rencontrer mes lecteurs. Donc j'essaye d'aller un peu partout. Donc il y a des frais d'essence, il y a des frais d'inscription sur les salons. Quand c'est un peu loin, que je ne rentre pas le soir, il y a les frais d'hôtel, de nourriture, etc. Donc ça me permet de... Et j'aime bien les deux en fait. Je suis à l'aise dans les deux situations. Et tu choisirais pas plus un que l'autre Non. Après ça dépend vraiment des bouquins. Il y en a que j'ai sortis en auto-édition directement sans chercher. Et la Coupole par exemple a été sortie en édition traditionnelle. La maison d'édition a fermé. Et j'ai décidé de reprendre la totalité de la trilogie en auto-édition parce que j'avais les gens qui avaient lu le tome 1 édité qui étaient alors on veut la suite et tout. Donc bon, je ne vais pas les faire attendre 50 000 ans parce que trouver un éditeur qui me reprenne une trilogie dont le premier tome a déjà été exploité, c'est dur et ça pouvait être très long. Donc j'ai dit en auto-édition. Puis voilà, puis je m'en sors pas plus mal que ça. Alors après évidemment, j'ai pas
c'est plus difficile de faire connaître un titre en auto-édition parce que un éditeur va faire plus de salons, il va envoyer des services presse, des choses comme ça que moi je ne peux pas me permettre de faire financièrement. Je ne peux pas envoyer, il y a beaucoup de chroniqueuses ou chroniqueurs qui ne prennent que du papier. Donc le prix du livre plus le prix de l'envoi, je n'ai pas les moyens financiers de le faire. Donc il y a un rayonnement aussi grâce aux éditeurs que j'ai beaucoup de mal moi à obtenir en tant qu'auto-édité. Plus tu le disais tout à l'heure, la présence en librairie, l'auto-édition. Alors moi j'ai mon petit libraire de ville qui me soutient depuis le début et je le remercie. Le bateau livre à Cournon d'Auvergne, il est comme ça. Donc depuis 10 ans, il me soutient vraiment et il prend tout, que ce soit édition ou auto-édition. Mais c'est pas le cas partout, c'est pas le cas dans toutes les librairies. Justement, sur la région, tout ça, par exemple, le monde vient de Montluçon et tout, est-ce que sur Montluçon aussi tu as, j'allais dire, une pied à terre chez un libraire ou pas du tout? J'ai déjà fait plusieurs fois des dédicaces au Cultura de Montluçon. Mais après, moi je suis une grande timide, ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais rentrer dans une librairie, une Fnac, peu importe, où j'ai pas déjà un contact connu, et aller me présenter, syndrome de l'imposteur, c'est très difficile, très difficile. C'est un cap que j'ai pas encore passé du tout. C'est vrai, je peux te comprendre. C'est d'arriver, de me vendre en fait, c'est ça, c'est me vendre. Bonjour, je suis Céline Saint-Charles, j'ai tant de bouquins, et je vous assure, c'est comme ça. Vendre. J'y arrive pas, c'est hyper difficile. Et je vois sur les salons, souvent c'est mon mari qui vient avec moi pour m'accompagner. J'ai de la chance parce que j'ai beaucoup de copines autrices qui me disent mon mari, il lit même pas mes bouquins. Et je vois que sur les salons, il va beaucoup plus facilement accrocher les visiteurs et leur vendre mes bouquins. Déjà, il y a l'enthousiasme du lecteur. Et puis, il n'a pas ce frein de timidité que moi je peux avoir. Moi, j'ai beaucoup de mal. Les gens, ils sont là devant mon stand. Bonjour, vous voulez que je vous en parle? Pardon? Vous voulez que je vous en parle? Le marketing, le côté commercial, c'est pas du tout ma personnalité, donc c'est dur. C'est très dur. Et justement, sans vouloir être un mistrote, est-ce que tu as... ça après tu me diras si tu veux qu'on me coupe ou pas. Est-ce que tu as un autre métier à côté ou est-ce que tu as eu un autre métier à côté ou est-ce que tu vis maintenant de ta plume? C'est pas indiscret, la réponse elle est tout de suite trouvée. Je ne vis pas de ma plume et je pense que je ne vivrai jamais de ma plume sauf vraiment hasard, un best-seller, un truc. Non, j'ai un autre métier à côté que je ne pratique pas en ce moment parce que j'ai des problèmes de santé qui font que. Mais sinon, je suis institutrice en maternelle. Et c'est pas un hasard avec ma personnalité timide, etc., que j'ai passé toute ma vie avec des enfants et pas avec des adultes. C'est vrai que les enfants sont quand même plus coulants. Un adulte, ça va être un petit peu plus ric-rac parce que bon, je sais pas comment dire. Après, les gamins, parfois, ils jouent en cache. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est franc. Mais le truc que j'aime bien dire, en fait, c'est la différence entre le fait de bosser dans un milieu adulte et dans un milieu avec des enfants. T'imagines, tu te lèves un matin, c'est l'hiver, il fait un temps pourri, il fait froid, t'es enrhumé, tu t'es mouché toute la soirée, toute la nuit. T'es vraiment dans le gaz, t'as le nez tout rouge, t'as des cernes comme ça, tu te lèves, tu prends les premières fringues qui viennent, machin, t'es coiffé comme une as de pique. T'arrives au bureau, mais la tête que t'as aujourd'hui, mais franchement, mais ça craint, tu fais peur. T'arrives à l'école, maîtresse, t'es trop belle. Qui t'es déguisée aujourd'hui? Alors le choix entre les deux, il est vite fait. C'est vite fait, j'avoue. j'avoue. Sinon, on parlait justement de réplique et tout ça. Est-ce que tu as une équipe d'alpha, de bêta ou c'est bon quand tu es en tant qu'auto-édité, est-ce que tu as cette équipe-là d'alpha, de bêta? Et sinon, je pense qu'en tant qu'édité, il doit y avoir un comité de lecture, après toute cette partie-là est gérée? Alors, pour la partie éditée, effectivement, il y a le comité de lecture des maisons d'édition qui va passer, etc. Mais même pour les bouquins que j'envoie en maison d'édition, j'ai des bêta-lecteurs. Je n'ai pas d'alpha parce que je déteste qu'on lise au fur et à mesure. Je ne supporte pas. Mon mari, c'est très frustrant pour lui. Je lui fais lire le premier chapitre quand je l'ai écrit, en lui disant à peu près le synopsis où je veux aller pour voir si tout va bien. Et après terminer jusqu'à ce que j'ai fini. Parce qu'il peut y avoir tellement de bouleversements pendant l'écriture.
tellement de choses qui... Elle ne prendra pas d'alpha. Ah non, mais j'ai pas d'alpha, là, c'est pas possible pour moi. Pour moi, ça serait un blocage. Ouais. J'ai essayé, mais pour moi, ça serait un blocage d'écriture. Ouais, il faut vraiment que... Et après, une fois que j'ai fini le premier jet, bon, moi, je fais un premier retravail, je passe à antidote, je fais une relecture profonde, retravail, etc. Ouais. Après, ça part en bêta lecture, donc j'ai mes bêta lecteurs attitrés, plus selon quel type de bouquin c'est, je vais faire des appels à des bonnes volontés, est-ce que ça t'intéresse, machin, etc. Et ça, c'est pour tous les titres, qu'ils soient destinés à l'édition ou à l'auto-édition, parce que je pars du principe que, déjà pour ma fierté personnelle, je veux que le manuscrit que j'envoie au comité de lecture, il soit le plus propre possible, le plus clair possible, avec le moins d'erreurs, pas d'incohérences, etc. Déjà par respect pour les éditeurs. Et puis en plus, de rien, ça augmente aussi les chances. Parce que moins il y a de travail à fournir derrière pour que ce soit un livre viable, mieux c'est. Mais simplement ma fierté personnelle, je ne supporterais pas d'envoyer un manuscrit où il y a beaucoup de fautes. Il en reste toujours, parce que même j'ai beau repasser, j'ai beau faire attention. Voilà. Mais le moins possible. Ouais, tout à fait. Je compatis. Alors, combien de romans as-tu écrit au total? Bonne question. Alors, Ouais, mais c'est à peu près ça. Alors, attends, j'en ai 4 chez Livresse, un chez Marathon. Bon, la trilogie, je la compte pour un. Donc ça, c'est plus, j'ai comme un moineau en auto-édition, donc on est à 7. Ça doit être ça. Alors, ado-adulte, ça doit être ces 7 romans, plus un roman pour les 10-13 et ma série Myrtille et Barnabé, qu'on est à 8 tomes. Voilà, ça fait un certain nombre. Et puis, ça fait 16. Et est-ce que tu as des futurs projets, des futures sorties pour bientôt, ou tu poses un petit peu là et puis t'attends Tu veux un scoop? Allez. Tu veux un scoop? Prochaine sortie début novembre, dans un registre que j'ai pas encore du tout fait, en auto-édition. Je reprends l'illustratrice qui me fait les Myrtilles et Barnabé, qui a fait la couverture de La Conspiration des Brumes, donc qui est écossaise. Et on sort début novembre un album pour les tout petits, pour les 3-6 ans, bilingue, anglais-français. Voilà. Voilà le scoop, personne ne sait encore. Ah oui, alors une question qu'on m'a demandé de te poser, c'est où est-ce qu'on peut trouver tes romans et est-ce qu'on peut passer par toi si on veut avoir une dédicace? Alors, mes romans édités partout, librairie, plateforme de vente en ligne, boutique en ligne des éditeurs. Donc, sur mes romans auto-édités, sur mes ouvrages auto-édités, ça dépend des titres. Il y en a certains qui ne sont disponibles que sur Amazon. Parce qu'ils sont en poche en fait, et qu'il n'y a que Amazon qui permet de donner un prix correct aux alentours de 8-10 euros. Donc ceux-là c'est que sur Amazon ou auprès de moi. Par contre mes jeunesses ils sont référencés partout, librairie, etc. Et j'ai moi également une boutique en ligne, mais je ne suis pas Amazon, donc qui dit boutique en ligne dit frais de port en sus. Voilà. Mais ça permet d'avoir des dédicaces, mais voilà, je peux pas me permettre. Et alors, la boutique en ligne, je propose aussi mes romans édités, puisque le principal attrait de la boutique, c'est effectivement d'avoir des dédicaces. Donc, tous les ouvrages sont disponibles sur ma boutique en ligne, mais avec des frais de port en plus. Par contre, à partir de 45 € d'achat sur la boutique en ligne, les frais de port sont offerts. Est-ce que tu peux nous donner le lien de ta boutique, s'il te plaît? Céline, sans accent, Saint-Charles, sans S, parce qu'on a tendance à me mettre au pluriel, même si je suis plusieurs dans ma tête. Je suis plusieurs, je suis beaucoup, mais je suis quand même au singulier dans mon nom. .com, le tout attaché. Et dessus, il y a le lien, ma boutique, il y a la présentation. Et sur mon site, je propose quelque chose que moi j'aime trouver en tant que lectrice, donc je l'offre en tant qu'autrice. Le premier chapitre de tous mes livres, y compris les jeunesses, est en lecture libre. Ça permet de se faire une idée si on adhère à ma plume et à l'histoire. Et du coup Alors, attends, je te poserai la question qui fâche à la fin. En plus, il y a une question qui fâche au moment du brevet, les saluts. Alors, en tant que lectrice, donc on a parlé de Stephen King, tout ça, que tu aimais lire, etc.
Est-ce que tu as un auteur vraiment préféré que de toute petite jusqu'à maintenant, voire même après, tu garderas tout le temps, tu reliras tout le temps Stephen King. Enfin, pas depuis toute petite parce que je l'ai découvert à l'adolescence. Mais... Bonjour, Ouais, il y a demi, je me disais du. Mais disons que si je devais, en cas d'apocalypse zombie, Voilà, le seul livre je que prends tu- une valise et Ouais. je mets 2-3 bouquins dedans, il y aurait le Fléau de Stephen King, déjà que j'ai déjà lu au moins 7 ou 8 fois, mais ça c'est clair. Il y aurait Le Monde selon Garp de John Irving. Ouais. Et puis après, bon, il y en aurait plein d'autres qui diraient oh, adieu, je suis obligée de vous laisser. Mais Je voulais ça peut-être une petite place si jamais sauter. mais ces deux-là, ouais. Ouais, les deux Le vraiment. Fléau et Le Monde selon Garp, ouais. Et après, quelle a été ta meilleure lecture depuis le début? Vraiment, si tu avais un bouquin à dire que c'est the best, je le conseille à tout le monde, c'est lui quoi et pas un autre. Mais c'est horrible cette question, c'est horrible. Attends, c'est pas la pire. Ah d'accord. Il y aurait le Fléau forcément, mais après, il y en a un. C'est horrible. Je sais que tu m'aimes. D'un seul coup, bizarrement. Et ta pire lecture du coup? Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas parce que j'aime pas dire du mal des Alors, un que tu autres auras abandonné. auteurs. Un vraiment que tu as pas pu, tu as dû l'abandonner. Il y en a un certain nombre. Hein. Mais je sais plus comment on dit pire en anglais. The worst. En anglais, the worst. Thank you. Je pense que je vais pas me faire des amis, mais il y en a un, mais il est mort depuis longtemps, l'auteur, Oh, donc ça ça va. va, il y a prescription. Ouf, il viendra tranquille. pas. Je n'ai jamais compris l'engouement autour de ce bouquin. 3 ou 4 fois au cours de ma vie, parce que tu me dis c'est pas possible. Ouais, J'ai t'as essayé essayé de à lui des âges redonner, différents en ouais. disant peut-être que et tout. Ouais. C'est Le Petit Prince. Je n'y arrive pas, je ne comprends pas, je trouve ça mièvre, mal écrit. Alors c'est plein de bons sentiments, je comprends, tu vois, le message qu'il y a derrière et tout, mais littérairement parlant, je n'arrive pas à comprendre. C'est moi qui t'aime plus maintenant. Elle a posé la question, elle a la réponse. Non, hein. non, mais je peux comprendre parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le citent entre parenthèses de pire lecture, mais en lecture qui n'est pas passée, qui n'ont pas compris pourquoi il y avait un tel engouement. C'est vrai que Le Petit Prince est souvent cité. Moi, j'avoue qu'à l'époque. C'est bien, je suis pas toute seule, ça me rassure. Oui, non, je te rassure. Je crois que vous êtes peut-être allé une petite cinquantaine, un gros noyau de 50 là. Pour moi, c'est un gros noyau parce que voilà. Oui, chérie. Alors, la question qui fâche, lequel de tes livres et de tes romans conseillerais-tu à quelqu'un qui ne t'a jamais lu? Mange ça. En gros, lequel je préfère, c'est ça? En gros. Allez, vas-y, trahis tes bouquins maintenant. Va voir une mère et dis-lui lequel de tes enfants tu préfères. Voilà, et lequel de tes exactement. enfants tu vois, tu dois sauver en cas d'incendie. C'est horrible encore comme question. Bon, disons que par rapport au genre, l'Apocalypse selon Sandra, qui est quand même un livre de zombies, quelqu'un qui ne connaît pas encore ma plume, ça peut un peu le rebuter. Voilà. L'histoire de zombies, bon voilà. Même si je me suis vraiment fendu la poire en l'écrivant et ça se sent, je pense, à la lecture. Mais après, pour découvrir vraiment, c'est compliqué, hein. Monsieur, c'est lui qui l'a soumis pour la question. Je dirais peut-être La Divine Proportion, parce que c'est un peu un melting pot de pas mal de choses dans mon univers littéraire, dans le sens c'est que c'est un thriller, ça reste un vrai thriller, mais avec une pointe d'anticipation, parce que ça se passe en 2050 et qu'il y a une technologie un peu particulière. Et tous les messages que je fais passer en général dans mes bouquins sur les gouvernements, sur les sociétés, le fait d'alerter sur le fait que les citoyens doivent être maîtres de leur destin et pas se contenter d'écouter ce qu'on leur donne. On retrouve tout ça. Dans La Divine Proportion, on le retrouve. Donc pour me découvrir, c'est peut-être celui-là qui serait un bon point d'ancrage. D'accord. Je te déteste. Avec une question. Moi, je t'aime. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Céline, de nous avoir accordé ce petit peu de temps. J'espère que demain, tu vas t'éclater et qu'il fera un aussi beau temps. Et puis, à une autre proche, j'espère. Merci. À plus tard.